Les modalités psychologiques du consentement au pouvoir, ce sont l'ensemble des stratégies mises en œuvre par un État pour substituer à la liberté réelle ce qui n'est que le sentiment de la liberté. Les petits passages. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits passages. Aujourd'hui, nous allons parler du consentement. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot consentement? En fait, consentement, c'est à chaque fois que tu donnes ton accord pour quelque chose que ce soit, sans que ça soit forcément un oui ou un non à une question clairement posée, mais ça peut être simplement une façon d'agir, un mode de vie qui fait que tu vas donner comme message, parce que c'est très important, le message qu'on donne, tu vas dire en fait je suis d'accord. Et même si au fond de toi tu n'es pas d'accord, que tu dis oui à contre-cœur, le message que tu donnes c'est oui. Et le système actuel dans lequel on vit ne peut fonctionner que grâce à notre consentement. Et depuis des dizaines d'années, même des centaines d'années et peut-être des milliers d'années, l'humanité donne son consentement pour différentes choses et dit oui, je suis d'accord de vivre quelque part comme un esclave d'un système et de temps en temps on va demander à son maître de nous fouetter moins fort, mais de nous fouetter quand même. Et donc comment c'est possible que ce consentement ait été donné? Alors il y a plusieurs exemples, on va aller voir dans cette émission. Il y a la Boétie qui avait écrit La servitude volontaire, et j'ai trouvé une vidéo qui explique très bien. En fait, ce n'est pas le texte lui-même, parce que ça, vous pouvez le lire par vous-même, mais c'est une explication du texte. Et je trouve que c'est extrêmement bien fait. Donc là, je vais vous passer un petit extrait et vous aurez le lien pour la vidéo complète dans la description. On se retrouve juste après. Passage. La domination politique n'est pas un rapport de compassion, la domination politique est un rapport de force. Alors là, certains d'entre vous diront peut-être: d'accord, mais à l'époque de la Boétie, on était en monarchie. Or, aujourd'hui, nous sommes en démocratie. Et en démocratie, nous sommes beaucoup plus libres qu'en monarchie. Sauf que c'est mal connaître les principes de la domination, et notamment les modalités psychologiques du consentement au pouvoir. Les modalités psychologiques du consentement au pouvoir, ce sont l'ensemble des stratégies mises en œuvre par un État pour substituer à la liberté réelle ce qui n'est que le sentiment de la liberté. Or, la liberté n'est pas un sentiment. Si on donne à un esclave un psychotrope qui lui fait éprouver un sentiment de liberté, l'esclave n'en devient pas libre dans les faits. La liberté, ce n'est pas un sentiment subjectif, c'est une réalité objective. C'est d'ailleurs sur ce point que portait la critique virulente de Marx à l'égard des droits de l'homme, puisque Marx considérait que les droits de l'homme n'étaient que des droits formels, et non pas des droits réels. Vous pouvez avoir tous les droits du monde, si vous n'avez pas les moyens matériels de satisfaire vos droits n'ont aucune réalité. Vous pouvez avoir le droit d'être propriétaire de votre maison, mais si vous n'avez pas les moyens matériels d'acheter votre maison, ce droit n'est qu'une abstraction. De la même façon, la liberté n'est pas la capacité virtuelle à pouvoir faire ce que l'on veut. La liberté, c'est la capacité réelle, effective, de pouvoir réaliser sa volonté. Encore faut-il que notre volonté ne soit pas aliénée. Et justement, en parlant de volonté aliénée, la stratégie de consentement au pouvoir dont parle la Boétie, c'est la stratégie qu'utilisaient déjà les empereurs romains. Et cette stratégie, vous la connaissez parce qu'on en a déjà parlé, c'est le divertissement. Le divertissement, ça regroupe l'ensemble des moyens par lesquels on procure aux individus un plaisir éphémère qui va détourner leur attention de leur situation objective. Quand on va voir un match de foot, on ne se pose pas la question de la domination politique. Quand on est sous l'emprise d'une drogue, ou quand on fait du shopping, ou quand on regarde un film porno, on ne se pose pas la question de la domination politique. Et la Boétie montre bien que cette stratégie a un double intérêt, car en plus de détourner l'attention du peuple de sa servitude, elle induit ce qu'il appelle un amollissement de la volonté. L'accoutumance au divertissement nous fait perdre le goût de notre liberté. Et donc cette stratégie d'amollissement de la volonté par le divertissement montre bien que le pouvoir ne s'exerce pas uniquement par la force.
Car lorsqu'il s'exerce par la force, le pouvoir devient visible. Et alors, à ce moment-là, il ouvre la voie à la possibilité de l'insurrection. Le pouvoir ne s'exerce pas uniquement par la force, il s'exerce d'abord par la ruse. Et le divertissement, c'est la ruse du pouvoir pour produire un amollissement de la volonté et un abrutissement de l'esprit. Et ce faisant, on rend les individus consentants et donc acteurs de leur soumission. Un peuple diverti est un peuple consentant. Un peuple qui s'abandonne à ses plaisirs est un peuple qui ne demande qu'une seule chose: davantage de plaisir, davantage de soumission au divertissement. Un autre aspect du consentement, et c'est peut-être plus lié à notre société actuelle à partir du XXe siècle, eh bien un personnage important et qui est un de mes maîtres à penser, c'est Noam Chomsky, a écrit en 1988 la fabrique du consentement, Factory Consent en anglais, et il a expliqué en fait comment a pu se mettre en place ce qu'on appelle une ingénierie sociale pour que, à grand renfort de publicité et de médias, on donne notre consentement. On dit oui par nos modes de vie, par nos façons d'acheter, de consommer. Voilà. Et donc ce petit reportage, je vais vous montrer un petit extrait, et pareil, là vous allez pouvoir cliquer sur le lien pour voir la vidéo en entier, explique très bien cette fabrique du consentement. On se retrouve juste après. Passage. Chaque jour, des millions de messages inondent nos écrans. Leur objectif, orienter nos choix pour acheter, voter ou adhérer à une idée. Omniprésents, ils façonnent notre vision du monde. Ces messages s'appuient sur des techniques de persuasion inventées il y a un siècle aux États-Unis. Elles ont été mises au point en moins de 50 ans par un petit groupe de penseurs pour contrôler le peuple. Pour imposer leur pouvoir, les régimes autoritaires ont choisi la force. Nos démocraties ont inventé les relations publiques. L'un de leurs plus grands théoriciens s'appelle Edward Bernays. Public relations embraces what I call the engineering of consent, based on Thomas Jefferson's principle that in a democratic society, everything depends on the consent of the people. Passage. Et le troisième élément pour obtenir notre consentement, eh bien, c'est le travail minutieux des médias. Et surtout ce qu'on appelle les grands médias. Les 5 points principaux à retenir par rapport aux médias, c'est qu'ils appartiennent tous à des grands groupes de presse qui eux-mêmes appartiennent à des grands groupes d'intérêts financiers, des holdings qui elles-mêmes appartiennent à des milliardaires qui eux-mêmes sont maquignonnés avec le gouvernement. Ensuite, il y a les annonceurs. Dans ton journal ou ton magazine, tu ne vas pas pouvoir critiquer les annonceurs. Les médias reçoivent des subventions. Les grands médias en reçoivent beaucoup puisqu'ils sont importants. Et par contre, les médias indépendants, il y en a un seul qui a encore un tirage papier, c'est François. Des médias comme ça, comme ils dérangent, on leur coupe les robinets, ils ne reçoivent plus de subventions. Après, c'est la création de la pensée unique. En fait, on va tout faire pour orienter l'opinion vers une façon de penser. À un moment donné, on va par exemple dire, là, avec le Corona Circus, oui, il y a une pandémie, il faut vacciner tout le monde, on met de côté tous ceux qui ne sont pas d'accord, on leur balance une étiquette complotiste et on crée une pensée unique. À force d'entendre un message, même s'il est faux, tu crois qu'il est vrai. C'est un peu le principe de la publicité. Et après, le 5e élément, eh bien, c'est d'avoir un ennemi unique. Alors là, un des exemples les plus frappants ces dernières années, ça a été les musulmans. En fait, on met à chaque fois des histoires de voile, de halal à la cantine, de burkini, les attentats, et à chaque fois, c'est les musulmans, les vilains, c'est l'ennemi à abattre. Et un autre exemple, c'est le Corona Circus. Un virus, c'est un ennemi, en plus il est invisible. Alors quand il est invisible, tu peux avoir qu'une seule chose, c'est d'avoir peur. Et ça fonctionne très bien. Et dans ce petit reportage que nous allons voir, on va voir à quel point les médias sont importants et influents. North Korea, Kazakhstan, Iran. Countries
viewed as authoritarian through the lens of the Western media. Press freedom, freedom of thought. People use those terms when talking about countries like the United States, France, Australia, democracies. In 1988, Noam Chomsky co-authored a book with Edward Herman called Manufacturing Consent. It blasted apart the notion that media acts as a check on political power, that media inform the public, serve the public, so that we can better engage in the political process. In fact, media manufacture our consent. They tell us what those in power need them to tell us so we can fall in line. Democracy is staged with the help of media that work as propaganda machines. Media operate through 5 filters. The first has to do with ownership. Mass media firms are big corporations. Often they're part of even bigger conglomerates. Their endgame, profit. And so it's in their interests to push for whatever guarantees that profit. Critical journalism takes second place to the needs and interests of the corporation. The second filter exposes the real role of advertising. Media costs a lot more than consumers will ever pay. So who fills the gap? Advertisers. And what are the advertisers paying for? Audiences. And so it isn't so much that the media are selling you a product, their output. They're also selling advertisers a product, you. How does the establishment manage the media? That's the third filter. Journalism cannot be a check on power because the very system encourages complicity. Governments, corporations, big institutions know how to play the media game. They know how to influence the news narrative. They feed media scoops, official accounts, interviews with the experts. They make themselves crucial to the process of journalism. So those in power and those who report on them are in bed with each other. If you want to challenge power, you'll be pushed to the margins. Your name won't be down. You won't be getting in. You've lost your access. You've lost the story. When the media, journalists, whistleblowers, sources, stray away from the consensus, they get flagged. That's the fourth filter. When the story is inconvenient for the powers that be, you'll see the flak machine in action, discrediting sources, trashing stories, and diverting the conversation. To manufacture consent, you need an enemy, a target. That common enemy is the fifth filter. Communism, terrorists, immigrants, a common enemy. A boogeyman to fear helps corral public opinion. 5 filters, one big media theory. Consent is being manufactured all around you, all the time. Passage. Voilà, donc les 3 aspects principaux qui peuvent illustrer ce consentement. Merci de votre attention, je vous dis à très bientôt.